Salut mes petits Azounés, on est de retour pour les reviews de Squid Game, la saison 2 actuellement sur Netflix. On va réagir aujourd'hui, on va dépioter l'avant-dernier épisode de l'épisode 6. Mais avant ça, jingle. Et on commence tout d'abord par un petit retour en arrière sur la review de l'épisode 5 dans laquelle je vous avouais que je n'avais pas compris les règles du jeu du petit manège. Alors en effet, j'ai revu l'épisode plusieurs fois bien évidemment, j'ai revu le passage où il y a l'explication des règles et j'ai compris pourquoi je n'avais pas compris. À un moment donné, lorsque la voix commence à expliquer les règles, il y a la bande de son qui merdaille un tout petit peu au moment où elle dit voilà, il y a un numéro qui va être annoncé, vous devrez composer un groupe lié à ce nombre-là et ensuite partir dans une pièce. Il va savoir pourquoi, et bien évidemment de ma faute, je n'ai pas compris, j'ai compris dans cette pièce. C'est pour ça que dans la review, je fais un lien entre le numéro qui sort et le numéro de la pièce. Voilà. Et dans mon esprit, effectivement, ça posait plusieurs problèmes parce que je me disais, mais comment est-ce qu'ils vont faire rentrer 40 personnes dans une seule pièce? Ça va être compliqué. En fait, c'était beaucoup plus simple que ça. Il fallait tout simplement créer des groupes liés au nombre annoncé et aller se réfugier dans des pièces. Ce n'est qu'ensuite en visionnant l'épisode 6 et dans les toutes premières minutes finalement où on a le premier coup pour voir que là je comprends réellement non seulement les règles mais également tous les enjeux pervers de procéder ainsi. Parce que ajouter à la panique l'instinct de survie qui va forcément survenir à un moment ou à un autre dans le jeu, ça va devenir une boucherie, effectivement. Et j'en parlais dans ce short. Ça va poser plusieurs problématiques. La première, c'est évident, si le nombre de joueurs en jeu n'est pas un multiple du nombre annoncé, forcément il va y avoir un reliquat. Donc les stratégies pour survivre, ça va être d'aller voler un joueur qui te manque dans ton groupe pour pouvoir survivre. Ça va être peut-être de se positionner devant une porte, bloquer le dernier joueur et rentrer à sa place. Que se passe-t-il également si un nombre supérieur au nombre annoncé rentre dans une pièce? Et que va-t-il se passer si le nombre de pièces n'est pas suffisant? Imagine quand ils sont à peu près 200, si le nombre c'est 2, il faut 100 pièces. Comment on fait? Il y en a que 50. Ah, ça va être une boucherie. Donc le premier round commence. Le manège tourne tranquillement, tout le monde est un peu attentiste et il sort le numéro 10 de mémoire. Donc il faut faire des groupes de 10 et aller ensuite se répartir dans les salles. Première chose que j'avais pré-shot, j'ai il y a un reliquat. Parce que s'ils sont 255, tu fais des groupes de 10, il y en a forcément au moins 5 qui vont y passer. Et ce, même si tout se passe bien. C'est-à-dire, il y en aura forcément 5, ils seront dans aucun groupe. Ils seront leur groupe de 5, mais c'est pas suffisant pour aller se planquer. Et le facteur stress est tel que ce ne sera pas 5 qui resteront sur la touche, mais 35. C'est-à-dire que parmi tous ceux qu'on voit se faire dézinguer au bout du premier jeu, enfin du premier round, tu as compris, il y aurait eu la place de faire 3 groupes de plus. Mais parce qu'ils étaient trop stressés ou mal organisés, ils se sont fait éliminer. Il ne reste plus que 220 joueurs, le round 2 commence, et là il faut faire des groupes de 4 cette fois. La panique gagne tout le monde, c'est généralisé. On a peur à un moment donné pour le numéro 246, le père de la gamine qui est à l'hosto, parce qu'on le voit vraiment dans les dernières secondes ne pas arriver à trouver quelqu'un pour finaliser son groupe de 4. Finalement, il s'en sort bien. On a le duo numéro 240 et 124. C'est le comic relief, si vous voulez, ce qu'on appelle les deux rigolos de service. Ça commence à devenir un peu lourd. Voilà, ça commence à devenir un peu lourd. On sent vraiment qu'ils sont dans la série pour donner un peu de relief, un peu de relief non dramatique à l'histoire. Et l'on voit également dans cette salle-là, alors je ne l'avais pas pré-shot non plus, on se rend compte que dans une salle, il n'y a que 3 joueurs qui sont rentrés et non pas 4. Les 3 ils passent également.
Donc là, on comprend quelque part que une fois que tu es dans la piole, il faut être le nombre exact dans la piole et pas un de plus, pas un de moins non plus. 52 éliminés plus tard, il ne reste plus que 168 candidats et c'est le round 3 qui commence et cette fois il faut faire des groupes de 3. De partout, ça court, ça hurle, ça essaie de se constituer des groupes à la va-vite. Et dans la panique, on a des réactions très égoïstes qui vont surgir. On a notamment le numéro 125, le petit fragile, qui est dans la bande à Thanos, qui va trahir le numéro 380, la nana. Alors que cette dernière s'était dit, moi je reste dans le groupe de Thanos parce que je les surveille du coin de l'œil, je les surveille du coin de l'œil, je ne leur fais pas confiance, tandis que toi, je sais que tu ne me trahiras pas. Oh le salaud. Oh le salaud, et à la fin de l'épisode, l'autre il dit, peut-être tu caches bien ton jeu, mais bon, tu sens que le mec l'a fait à contre-cœur, il est allé contre ses valeurs. 380 avait foi en 225, elle a été trahie. On a une scène ensuite qui marche particulièrement bien, c'est la scène justement où la mère et la fille 007 et le numéro 149 sont séparés. Le fils est arraché par un duo de joueurs pour faire le trio, la triplette. Et dans la seconde qui suit, on a 149 donc qui est enlevé par 456 et le numéro 1. Bon. On va revenir sur cette scène-là parce que pour moi, elle est essentielle dans cet épisode. Donc on le voit, on a le numéro 7 qui est enlevé littéralement, qui est arraché à sa mère littéralement, mais qui va se faire sauver. Et on a 149 qui est pétrifié, qui est tétanisé par cet enlèvement, et qui par contre arrive à être sauvé également. Dans la salle, on a le numéro 1 qui va venir titiller un petit peu 149, la mère, pour lui dire, mais tu n'étais pas avec ton fils, mais il est où? Mais ah d'accord, tu nous dis qu'il est parti chercher du monde, mais il n'est pas revenu, il t'a laissé tomber. Et là, tu as la mère qui se reprend, qui se ressaisit, et qui dit non, moi j'ai confiance en mon fils, n'essaie pas d'insinuer des trucs comme ça, s'il avait pu revenir, il serait revenu. Donc c'est une épreuve de foi et ça c'est un exemple que je prendrai pour développer effectivement le titre de la vidéo de foi. Alors je parle pas de religion, on est bien d'accord. Sur la chaîne de toute façon je pense pas que j'en parlerai, du moins en bien. Si j'en parle ce sera forcément mal d'ailleurs. Je ne veux pas en parler, c'est-à-dire que et alors ne faites pas l'erreur de vous ramener aussi avec votre fardeau, parce que vous allez vous faire recevoir. Moi je veux pas de religion ici. Lorsque je dis épreuve de foi, ça veut dire épreuve de confiance, c'est-à-dire que la mère a pleinement confiance en son fils, c'est-à-dire qu'elle ne pense pas une seule seconde que son fils ait pu être soulagé d'être sauvé par quelqu'un. Ou elle ne pense pas une seule seconde que son fils aurait pu l'abandonner volontairement. Et elle montre en soi au numéro 1 que non, tu n'arriveras pas à me briser. Qui que tu sois, quoi que tu insinues, j'ai foi en mon fils, j'ai foi en l'avenir. Et c'est d'autant plus touchant qu'à y réfléchir, 149, elle n'avait aucune raison personnelle de venir dans ce jeu. 149, elle n'a pas de dette. Pourquoi est-ce qu'elle vient dans ce jeu ? Pour gagner de l'argent, pour payer les dettes de son fils. Donc si 49 se retrouve en danger aujourd'hui, c'est essentiellement à cause de son fils. Tu vois ce que je veux dire ? Elle n'a rien à faire là. Elle n'est pas un déchet, comme le décrit l'organisation. C'est pas un déchet, elle y est pour rien. Elle vient juste, elle est juste altruiste. Elle est juste, c'est l'amour d'une mère à son enfant. C'est la forme d'amour la plus pure qui soit sur terre. Et lorsqu'ils sortent, et c'est là où ça devient le paroxysme, tu as les retrouvailles entre la mère et le fils, et les deux fondent en larmes. Alors tu as un mélo avec la musique qui va bien et tout. Et c'est le moment un petit peu émotion, larme à l'œil. Alors, je suis pas en train de dire que c'est fait exprès, que si, machin. Ce que je veux dire, c'est dans la mise en scène.
et pourquoi c'est hyper intelligent et pourquoi la saison 2 est géniale pour ça. On a appris dans les 3 premiers épisodes à connaître tous les personnages, à développer un petit peu leur pathos, leur passé, etc. Voir un peu, vivre avec eux, se confronter à leurs peurs, à leurs craintes, à leurs joies, etc. Donc, pour que, une fois qu'ils ressentiront, ils auront des émotions hyper fortes, on puisse les ressentir avec eux. D'accord ? Maintenant, pourquoi cette scène-là fonctionne ? Parce que la réunion entre un parent et son enfant qui ont été séparés, il y a, par la force, ou par la force des choses, eh bien, il n'y a rien de plus émotionnellement fort. Ça rappelle au plus profond de notre mémoire et de notre être. On a tous été gamins, et à un moment donné, quand on faisait des courses avec nos parents ou qu'on allait au parc, à un moment donné, on s'est paumé. On a suivi notre zig parce qu'il avait le même manteau que notre père ou notre mère, et quand on s'en est rendu compte, on a dit oh, putain, elle est où notre mère ? On n'a jamais été autant paumé qu'à ce moment-là, parce qu'on s'est cru abandonné, on s'est cru perdu. D'accord ? Et de la même façon, pour la plupart peut-être d'entre vous, vous avez peut-être des enfants, ça vous est peut-être déjà arrivé, ça m'est arrivé. On est au parc, peinard sur un banc, tu regardes, tu tournes la tête, 3 secondes, putain le gamin tu le vois plus. Et là, tu paniques, tu sais plus où tu campes. Et ça vient te chercher, cet épisode-là, cette scène-là vient te chercher, c'est cette émotion-là, elle te la fait ressortir. Et c'est pour ça que quand tu vois la réunion entre les deux, tu es soulagé. Tu vois ce que je veux dire, à quel point c'est génial cette scène-là ? Et ça transcende même, je vais dire, parce que en tant que téléspectateur, tu vois que le numéro 7, il est enlevé et il va se faire mettre à l'abri. Tu vois que 149, elle est mise à l'abri également. Tu sais que les deux sont safe, très certainement. Tu n'as pas rationnellement à te faire du souci pour eux. Mais simplement parce que ça vient te chercher émotionnellement et que ton émotion prend le dessus, alors la scène des retrouvailles fonctionne. Et juste après, on te donne un petit bonbon, on te dit tiens regarde, je te fais rire. Les deux, ils se tiennent par la main. La vie de ma mère, ils vont plus jamais se séparer les deux. Il ne reste alors plus que 141 joueurs. On va refaire tourner la roue et cette fois, il n'y aura plus que des groupes de 6. Alors là également, je ne sais pas si c'est la mise en scène, si c'est la bande de son qui remerde. Je n'ai pas compris le chiffre immédiatement. Je n'ai pas compris si c'était 6 ou 8. Bon, peut-être moi qui ai un problème d'audition. Allez savoir. Toujours est-il que le stress commence à monter. Les joueurs essaient de rentrer dans des pièces qui sont déjà occupées. Donc ça rajoute un coup de stress derrière. Et on a tout le petit groupe mené par le numéro 120. Qui c'est qu'on a ? On a 246, on a 222. On a 149 et donc le numéro 7. Qui attendent la jeune fille qui s'est faite bousculer un petit peu avant. Qui est tombée, numéro 95. Ça valait bien le coup que je retienne son blaze maintenant qu'elle est cannée. Et dans un scénario que j'avais à peu près anticipé, même s'il n'y a pas, même si là dans ce cas-là c'est plutôt une forme passive. Moi je m'imaginais, tiens, il y en a un qui va se tenir derrière la porte, enfin devant la porte. Il va bloquer le dernier d'un groupe et il va rentrer à sa place. Là, ça a été la forme active. La forme passive, il voit que le 6e, il va pas arriver à rentrer. Il sait qu'il y en a 5 dans le truc. Il est seul. Il rentre, il se sauve. Il referme la porte. Le numéro 95 arrive de toute façon après la sonnerie, après que la porte soit fermée. Elle nous quitte aux grandes dames de numéro 120. Elle est complètement dépitée. Elle s'en veut terriblement parce qu'elle pensait pouvoir aller la récupérer à l'extérieur. Elle était dans le déni quelque part, hein, parce qu'effectivement tu peux pas aller récupérer quelqu'un qui est tombé à 5 mètres en 3 secondes et revenir. Et c'est surtout que le numéro 333 qui a pris la place de 95 lui dit mais si toi tu étais sorti
et que moi j'étais rentré à la place de 95, c'était toi qui condamnais tout le monde à la mort. Donc finalement, ce que j'ai fait, eh ben, c'était un choix absolument pas... c'était un choix absolument égoïste, puisque je me suis sauvé en même temps que vous. Mais ne viens pas me le reprocher, parce que je t'ai sauvé la vie également. Il ne reste plus que 126 joueurs, et alors le dernier tour, le dernier round du manège va avoir lieu. Il va falloir former des groupes de 2. C'est-à-dire que même si toutes les salles sont remplies, 2 x 50, ça ne fera que 100. Il y a forcément 26 joueurs qui vont rester sur le carreau. Tout le monde le comprend, tout le monde le préchote. Et là, bon ben, les groupes de 2 vont très rapidement se former. Et tout le monde va courir pour sauver sa vie. Ça va être véritablement chacun pour soi. Quitte même à rentrer avec quelqu'un avec qui tu n'étais pas censé rentrer au départ, tant pis, du moment que on est 2, ben, ça ira quand même, ça ira très bien quand même. Et là, pour moi, va avoir lieu le tournant de la saison. Une petite scène qui va durer très intense, hein, je ne dis pas le contraire, mais qui va durer une dizaine de secondes, mais qui marque le tournant de la scène, le tournant de la saison. Le numéro 1 et le numéro 390 courent vers une salle. Il y a un joueur qui fait trébucher 390 en tirant vers l'arrière, court vers la salle, et c'est numéro 1 qui l'empêche de rentrer, qui le sort et qui attend 390. Les deux rentrent dans la salle et ils se rendent compte qu'il y a déjà quelqu'un à l'intérieur. Il lui dit de sortir, numéro 1 lui dit de sortir, l'autre ne veut pas, et le numéro 1 va prendre une décision radicale. Il va dire, puisqu'il faut n'être que 2 vivants à l'intérieur, il ne me reste plus comme solution qu'à tuer le 3e larron. Et c'est là où, peut-être, le numéro 1 fait une erreur. Parce qu'on se retrouve dans un huis clos avec 3 personnes. C'est-à-dire que si le numéro 1 tue un des 2 candidats, il y aura forcément un témoin. Mais il a dû choisir en une fraction de seconde, il a dû choisir entre plusieurs choix possibles. Le choix le plus facile c'eût été de statu quo. Je bouge pas, je ne fais rien. D'accord ? Dans ce cas-là, la salle de contrôle aurait dit, voilà, mais dans telle salle, ils sont 3. Il y a le maître des jeux. Un soldat rose arrive, il se met à la guérite, il tue 390 et l'autre truc. Numéro 1 reste en vie, bien évidemment. Il ressort tranquillement et pour dire, c'est bon, oui, je me suis sauvé. Voilà, ça aurait été la solution la plus facile. Parce que de cette façon, il n'y avait pas de témoin. Alors, avant de développer cette scène-là, je pense qu'il est bon de faire un point sur le numéro 1. Le numéro 1, je le trouvais ambigu parce que je n'arrivais pas à me décider de savoir si c'était le maître des jeux, donc il agissait forcément pour que le jeu se poursuive et agir en complet connard, finalement, pour saper tout ce qu'essayait de construire 456 pour sauver le maximum de vie, ou bien si il était rentré dans le jeu de sa propre volonté ou pas, encore une fois, et qu'il se prenait au jeu et qu'il gérait mal son stress. Je pense qu'à la lumière de cet épisode 6, le joueur numéro 1 est pleinement conscient de ce qu'il fait. Si l'on revient à l'épisode 2 de cette saison-là, on sait que le maître des jeux a fait venir 456, du moins que 456 est invité à l'intérieur. C'est un défi. Il relève le défi de 456. Il se dit, on va voir de quoi tu es capable. Les jeux vont commencer. Le maître des jeux est dans son bunker, il est peinard, il sait que très certainement il y a des VIP qui regardent cette nouvelle session et il espère que 456 va se casser la gueule, ne va pas arriver à survivre ou à empêcher le normal déroulement de cette édition. Seulement voilà, après le premier jeu, le maître des jeux comprend que 456 arrive quand même à magouiller un petit peu le game et à influencer les joueurs. Donc il se dit, ok, je vais moi-même rentrer dans l'arène pour essayer de contrebalancer l'effet survivaliste de 456.
Et ça donnera également un peu de spectacle pour les VIP. S'il rentre dans le jeu, il sait très bien qu'il ne risque rien, comme ne risquait pas déjà le vieux de la saison 1. Donc il va jouer, tout en sachant que de toute façon, il survivra, il ne se fera jamais tuer. Les jeux auxquels il joue, si vous regardez bien, ce sont des soldats roses qui tuent les joueurs. Ce n'est pas comme le tir à la corde. Le tir à la corde, rappelez-vous, il y avait une véritable possibilité que le vieux meure au tir à la corde. J'en parlais déjà pour le jeu du pentathlon à 6 jambes. Tu peux très bien tuer tous les autres sauf le numéro 1 et ça passe crème. Dans le cas où son équipe n'aurait pas survécu, 456 se faisait tuer. Le numéro 1 reprenait son poste dans son bunker. Le jeu reprenait. Terminé. Je pense qu'il y a également une motivation de la part du numéro 1 de rentrer dans le jeu pour aller confronter 486, aller voir ce joueur qui veut essayer de comprendre, il veut comprendre ses motivations, il veut comprendre pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi est-ce qu'il est revenu, il veut voir sa tête, le confronter, discuter avec lui. Peut-être essayer de le briser également pour le convaincre d'arrêter. Parce que pour lui, c'est un défi. Donc si 456 abandonne son idée de vouloir arrêter le jeu, alors le numéro 1 aura gagné. Voilà. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il pète un plomb au niveau du pentathlon ? Tout simplement parce qu'il fait de la figuration. Il simule. Pour moi, il simule complètement. Alors c'est soit ça, soit encore il a des souvenirs du Vietnam qui voilà, il gère mal son stress encore une fois. Mais je pense plutôt qu'il simule et qu'il donne le change un petit peu à ses autres collègues. Il fait exprès de lancer la toupie en arrière pour faire monter le stress au niveau de l'équipe, pour voir peut-être également s'ils sont dignes de survivre. Voilà, donc je pense véritablement que le but du numéro 1 en descendant dans l'arène est véritablement de contrebalancer, de créer du spectacle également pour les VIP, de donner une petite pointe, de donner un intérêt à cette saison-là pour les VIP. C'est en gros un animateur de show télé. C'est le Jean-Pierre Foucault, quelque part. Tu vois, et puis il y a les Miss qui débarquent après. Et pour ça, il va instaurer petit à petit le chaos à l'intérieur du jeu. Il va voter volontairement le rond pour que le jeu continue. Il va faire taire le numéro 456 lorsqu'il voudrait intervenir lors du deuxième vote, mais il laissera parler, j'en ai pas parlé, ça également, il laissera parler le numéro 100. Parce que le 100, lui aussi, il va venir parler à un moment donné pour influencer le vote. Et là, il dira plus rien. Parce que ça va dans son sens. Son but, c'est que le jeu continue. D'accord ? Et lorsqu'il vote pour la 3e fois dans cet épisode-là, il se dit, bon, je pourrais voter rond, effectivement, pour qu'on continue le jeu. Mais à ce moment-là, ma couverture, elle tomberait. Mais est-ce que ça serait pas plus judicieux de voter croix, de façon à ce qu'il y ait une égalité, qu'on laisse passer la nuit pendant laquelle tout le monde va s'entretuer, pour que le lendemain, il y ait plein de croix qui se soient fait dézinguer, qu'on revote, et que ce soit le rond qui gagne. Et comme ça, on continue. Et pourquoi ça m'est venu en tête cette théorie-là ? C'est parce que avant le vote, quand ils reviennent du jeu du manège, ils se comptent les uns les autres et ils se disent, il y a 12 ronds de plus que des croix. Il faudrait aller voir des ronds pour qu'ils viennent voter croix. Et là, tu as numéro 1 qui dit, non, c'est une mauvaise idée parce que on pourrait se taper dessus avant le vote. Voilà, il sort une douille un peu bizarre. Ça a fait d'ailleurs péter les plombs à 456. Et finalement, tout le monde se dit, ouais, non, c'est vrai, il suffit de 6. Déjà là, on en a un, 390, il va repasser là. On sait que le numéro 7 aussi, ça devrait le faire. On laisse passer. Le vote a lieu. Encore une douille, c'est le numéro 1 qui va finalement faire pencher la balance d'un côté et de l'autre. L'autre, il doit être ravi parce que le sort fait que
il a le choix entre continuer le jeu ou bien faire remonter une tension supplémentaire pour que dans la nuit, ils se tapent tous sur la gueule. D'accord? Et ce n'est qu'après le vote que là, il va dire oui, il faut aller influencer les ronds pour qu'ils votent croix. À ce moment-là, il change d'avis. Tu vois? Et là, il va teaser un petit peu tous les croix. Ça va monter en épingle, la tension va augmenter et les mecs vont se taper sur la gueule. Donc pour contrebalancer le fait qu'il soit absolument serein sur le fait qu'il ne risque pas de mourir et que il a un plan à moyen terme, eh bien il doit donner le change, il doit faire semblant de stresser, de s'impliquer, de ci, de mi, de transpirer un petit peu, et il élucide comment est-ce qu'on le voit? Eh bien, parce qu'il n'hésite pas à aller tuer le troisième mec dans la cellule. Alors tu me diras, oui mais Ben Apo, quand il est dans la cellule avec les deux mecs, il pourrait tuer 390. Je vais te dire oui. Et c'est peut-être là quelque chose d'intéressant. Parce que il va devoir laisser un témoin. Il fait le choix, non pas de tuer le clampin, mais de laisser en vie 390. Est-ce que il n'aurait pas laissé la vie sauve à un gars avec qui il a commencé à nouer des liens? Est-ce que ce n'est pas une faiblesse de sa part? Une erreur? Est-ce que son erreur, ça ne serait pas d'avoir tissé un lien bien involontairement? Parce que le mec, c'est un petit con, on est bien d'accord. Mais est-ce que involontairement, il n'aurait pas tissé un lien avec 390? Ça lui serait retombé sur le coin de la gueule. Tu vois? Parce que oui, effectivement, il aurait très bien pu tuer 390. Mais à ce moment-là, tu tues également l'autre, quoi, parce que... tu t'en fous, il ne faut pas de témoin. Il ne faut pas oublier un détail également, c'est que le numéro 1, le maître des jeux, il est le maître des jeux depuis un petit moment déjà. Donc il en a vu des saisons. Il en a vu des groupes de 456 joueurs qui jouaient, etc. etc. Donc il a ce recul sur les réactions des joueurs, que les joueurs peuvent avoir. Il sait que si à un moment donné il met un peu de pression, alors les mecs vont vouloir sortir. Donc c'est pas à ce moment-là qu'il faut leur mettre la pression, c'est un petit peu plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire également qu'il les connaît tous, les jeux. Parce que des jeux, tu peux pas en avoir 150 000. Même si tu en as 20, 30, tu les connais, les jeux. En plus, c'est lui qui doit très certainement les choisir. Donc il est facile. Il est facile, mais là où ça devient très certainement plus poussé, c'est dans la psychologie de groupe qu'il a un certain retour, je pense. Il sait exactement comment vont réagir les joueurs, à quel moment du jeu, suivant la répartition des équipes. Le vote a lieu, on arrive au tout dernier joueurs qui vont aller voter. Certains sont passés donc du rond à la croix pour arrêter, donc ça va rééquilibrer un petit peu les choses. On a le numéro 5, je crois, c'est la nana, la dernière nana qui se frotte les mains comme ça, qui fait toujours comme ça. Elle également complètement perdue, elle a perdu tous ses repères, effectivement. Elle a mis sa foi envers le numéro 44, la fameuse chamane qui fait un peu gourou finalement. Donc elle, son épreuve de foi, elle est là. Elle dit voilà, je m'en remets à toi, joueur 44, pour m'aider à sortir vivante de ce trou. Donc elle va passer de croix à rond. Et c'est enfin le numéro 1 à voter, c'est à lui de voter. Lui qui en tout le vote s'est dit bon, effectivement j'ai une très faible marge d'erreur. Dans le pire des cas, quand ce sera à moi de voter, ça sera déjà mort, tout le monde voudra arrêter. Il y avait une probabilité, il a joué sur cette probabilité, il a eu foi en cette probabilité. Il a eu foi envers le vote du groupe pour que le groupe soit suffisamment éparpillé pour que lorsque ce soit à lui de jouer, il n'ait pas de choix difficile à faire. Et finalement, c'est une situation idéale pour lui parce qu'il va pouvoir garder sa couverture en votant croix, mais le jeu va continuer encore. Et il va continuer non pas immédiatement, mais après une nuit où la tension est à son paroxysme. Et c'est là où cette fois, c'est l'organisation qui a foi envers la folie des joueurs. Et par expérience, ils savent que s'ils mettent une fourchette
dans le kebab des joueurs, ils vont s'en servir la nuit qui arrive. Parce qu'ils vont tous comprendre que ce soit d'un côté ou de l'autre, il faut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, que les joueurs sont résolus à garder, à maintenir leur vote le lendemain matin. Donc il faut en éliminer de partout d'autre. Ces épreuves de foi, eh bien, certains vont les réussir, comme le numéro 7 et le numéro 149. D'autres vont placer leur foi en quelqu'un, comme le numéro 5 va le placer en numéro 44, ou vont la placer au destin, vont laisser faire le destin, comme le numéro 1 qui va laisser le vote se dérouler. Et d'autres vont y échouer, c'est-à-dire comme le numéro 380 qui voulait faire confiance qui avait foi en numéro 125 et qui l'a finalement trahi. Le maître des jeux savoure pendant son petit repas, il balance des petites phrases comme ça à tout le monde, tout se déroule comme il l'a planifié. Il dit à 456 qu'il veut sortir vivant, pour le toucher également, parce qu'on sait que 456, ce qu'il veut c'est sortir vivant avec quelqu'un d'autre. Et il change, il vire sa cutie quelque part, il change d'avis. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire changer d'avis les ronds pour qu'ils votent carré, pour qu'ils votent croix. On n'est pas là sur la play ici. Cette simple phrase va donner l'impulsion d'une dispute, d'un débat entre les joueurs qui en viennent presque aux mains. Il y a des provocations et on sent que ça monte crescendo lentement mais sûrement. 456 sent la douille arriver, il s'aperçoit qu'il y a une fourchette en métal dans son kebab. Il se dit, cette fois on va y avoir droit, la nuit qui va passer va être sanglante. Comment vont-ils faire pour survivre? Ça va être la 4e épreuve, ils vont passer de 100, il va y avoir des morts forcément. Normalement il devrait y avoir plus de morts côté croix pour que le lendemain matin les ronds soient plus nombreux, pour que le jeu puisse continuer. Une bagarre va éclater dans les toilettes, en mode bagarre de cours de récréation, clairement. On a deux bandes rivales qui s'affrontent. On a des insinuations, on a des provocations. On se prend à témoin. Ah, vous avez vu, il m'a mal parlé. On dirait véritablement des gamins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant parce que la mise en scène nous le fait clairement voir et transparaître. Il y a de la surenchère. Les joueurs eux-mêmes régressent au stade enfantin. Et ça se tape. Jusqu'à ce que le numéro 333 qui a essayé de se rapprocher de sa copine, son ex-copine, la 222 qui est enceinte, très maladroitement, parce qu'il lui a dit clairement, tiens, tu me donnes ta prime et puis on repart ensemble. Mais il l'a fait maladroitement parce que il lui a montré qu'il s'intéressait davantage à sa bourse qu'à sa famille. Donc la nana elle est pas dupe, elle dit c'est bon, dégage quoi, tu commences à me gonfler. Chapi Chapeau 240 et 124 s'en rendent compte et vont jouer dessus, vont appuyer là-dessus pour le faire partir en vrille. Et à la toute fin de l'épisode, on voit que 333 utilise cette fameuse fourchette pour planter 240. Alors on voit pas très bien, c'est très rapide. On ne sait pas s'il la plante juste là ou s'il la plante carrément dans la gorge. C'est là, je me mets là. Tu vois que c'est là. Bon, c'est dans la bouche. Je sais pas si on peut mourir d'un truc comme ça. Je sais pas. Bon après si la trachée est touchée, ouais bon là ouais c'est problématique. Voilà, donc c'était un avant-dernier épisode très intéressant, encore une fois, qui permet de resituer un petit peu l'intrigue, de fixer un petit peu les positions. Je pense que concernant le maître des jeux, on n'en rebougera pas. Ça donne un cliffhanger énorme pour l'épisode 7. Épisode 7 dont je pense je vais faire une réaction live. Je me filmerai en train de regarder donc. Je ferai certainement des petites pauses régulièrement pour débriefer les scènes en direct. Est-ce que Thanos est mort, va mourir, ou est-ce qu'il va être juste blessé? S'il est mort, ça fait un cercle à moins, donc les cercles vont vouloir se venger pour rétablir l'équilibre. On a le fusil de Tchekhov du numéro 149, son petit couteau là, qui devrait servir là, très certainement, même avec des fourchettes.
Alors moi je vois bien un rond à venir s'en prendre soit à elle, soit à son fils. Le rond va planter la mère avec la fourchette, elle va mourir. Et le fils va récupérer la broche pour se venger. Je vois bien le truc, parce que c'est un objet familial qui se transmet de génération en génération. Il est normal que ce couteau arrive en possession du numéro 7 à la fin. Et ça aurait d'autant plus de sens que le numéro 7 ressentirait alors la frustration de se dire mais ma mère est morte alors qu'elle n'avait rien à faire ici. Et il ressentirait alors de la culpabilité. Ça pourrait être intéressant également comme propos, de voir cette douleur-là. Si on a un épisode 7 avec une mêlée comme ça, où ça part dans tous les sens, ça pourrait être une apothéose effectivement d'émotion. Parce qu'on parlait, tu perds de vue un enfant ou tu perds tes parents un enfant, déjà c'est chaud. Mais alors, si tu vois ta mère se faire tuer sous tes yeux, ou ton gamin, là tu fais un transfert mais facile. La peur de perdre son enfant ou de perdre son parent, ou d'être abandonné par ses parents, il n'y a pas pire, je crois qu'il n'y a pas pire finalement, dans ce qui est viscéral. Est-ce que la numéro 120, prise de culpabilité, ne voudrait pas un peu se racheter, ne voudrait pas, enfin se racheter c'est même pas sa faute, mais est-ce qu'elle ne voudrait pas sauver quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle ne voudrait pas se racheter de ne pas avoir pu de sauver la gamine, la 95? Peut-être qu'elle irait sauver la nana enceinte, la numéro 222, parce qu'on avait vu dans la scène des toilettes qu'elle l'a regardé un petit peu, pas bizarre, mais elle l'a regardé un petit peu. Alors c'est ça une femme enceinte. Est-ce que le numéro 120 se dit peut-être qu'un jour ça sera moi, peut-être est-ce que j'y arriverai à ça, est-ce que c'est mon futur, tu vois, peut-être que le numéro 120 se projette dans son avenir en se disant ben, ça pourrait être moi. Donc peut-être qu'elle aussi fait un transfert sur 222. À voir. Je vois bien également le numéro 246. Alors, le père de la gamine, je pense pas qu'il sorte du jeu. Alors, est-ce qu'il va mourir dans cette nuit-là? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Mais en tous les cas, il faut qu'il meure pour que le numéro 11 puisse, le lapin rose puisse évoluer. Parce que ça fait 2-3 épisodes qu'il ne fait plus rien. Il est bloqué. Il va lui falloir un déclencheur, quelque chose pour prendre ses responsabilités, pour bouger, pour agir. Du côté des ronds, c'est un souhait personnel. J'aimerais bien que le numéro 124 nous quitte parce que bon, déjà il joue mal et puis il sert à rien quoi, clairement. Surtout si Thanos canne. Bon ben lui il a plus rien à faire dans l'intrigue quoi. Je vois pas. Puis on s'en fout de lui clairement. Mais en revanche, s'il faut mettre une pièce sur un événement, je vois bien le maître des jeux, le numéro 1, tuer 390 pour rattraper un petit peu son erreur de ne pas l'avoir fait dans la salle. Tu vois ce que je veux dire? Et supprimer un témoin. Parce qu'on sent que le maître des jeux sait que 390 sait et qu'il commence à parler un petit peu. Donc il faut pas, c'est sa couverture, il ne faut pas qu'il parle. Donc je suis quasiment sûr. Je mets une pièce sur le fait que le maître des jeux va tuer 390 dans la mêlée, comme ça, hop, je te fais un petit coup de couteau là, ni vu ni connu. Un dernier mot enfin du côté de l'enquête policière. Donc au milieu de nulle part, avec un drone, ils arrivent à trouver sur une île une porte. Donc l'aiguille dans une botte de foin, mais la botte, elle est large comme la porte d'Aix, d'accord? C'est un peu facile. Bien évidemment, la porte elle est piégée, on ne sait même pas si c'est l'île sur laquelle se trouve l'organisation. J'avais un doute sur le fait que le capitaine du bateau soit la taupe. En fait, ça pourrait complètement, puisque il s'est passé juste un tout petit laps de temps entre le moment où 456 part dans la limousine du maître des jeux. Bon, il fait nuit et c'est le lendemain matin, je crois, qu'ils partent en expédition avec l'équipe et qui tombent sur l'implant qui est caché dans la boîte de verre du pêcheur. Il est possible qu'entre le moment où 456 partent vers l'île
et le moment où le lendemain matin ou le lendemain après-midi, je sais pas, les policiers partent en bateau, le capitaine a été contacté par le flic, il dit voilà, ben, il faut qu'on y aille, on sait où il a un implant. Ah oui, d'accord, ben, on se voit demain, on se voit tout à l'heure. Allô, maître des jeux, ouais, 456, il a un implant dans la dent, voilà, vous regardez. Et ils auraient eu suffisamment de temps. Donc ça se peut complètement que ce soit le marin en fait. Qui fait un peu le concon, qui joue un peu, qui donne le change, mais qui en fait, bah, il sait très bien ce qu'il fait. Et il se pourrait même que ce soit une sorte de maître des jeux bis, ou supérieur même. Mais en tout cas, je pense qu'il est trempé. Je pense qu'il est trempé dedans, parce que à savoir, il dit putain, c'est à partir du moment où il trouve l'île qu'il dit non mais faut rentrer, c'est pas bon de rester ici. Voilà, c'est tout pour cet épisode 6. Un épisode très rythmé encore une fois, très plaisant à regarder, très tendu. Hein, tu décolles pas les mirettes de l'écran, tu es avec les joueurs, tu commences à avoir un petit peu les douilles, tu as les masques tombent pas encore, mais tu sens bien qu'il y a des gens qui sont pas nets, quoi. On va faire donc, ouais, je pense que ça sera le mieux de faire une réaction live sur le... Ah, ça va être génial. Je pense que ça va être génial. Ça va pas être du One Piece. Ça risque d'être une masterclass que je vais pas m'en remettre pendant... Ah, je l'espère. Mais bon, en tout état de cause, ça ne peut pas finir au prochain épisode. Il y a trop de choses à raconter, même en 1 heure, c'est pas possible. Et puis on n'a pas parlé des VIP, on les a pas encore vus, on sait pas qui c'est ces mecs, on sait pas d'où ils viennent. Non. Il y aura une saison 3, même une saison à 5, 6, 7 épisodes de nouveau. Mais il y aura une saison 3 très certainement. Je me suis pas renseigné, mais ça va. C'est une série qui est hyper bankable. Elle est regardée dans le monde entier, elle cartonne tout. C'est la nouvelle Casa des Papel. Hein. Donc tu fais une saison 3, c'est même pas dit qu'il n'y ait pas une saison 4 derrière. Voilà, on se laisse pour aujourd'hui, c'est tout pour moi. Je ferai la réaction live et puis je ferai le montage après derrière. Je pense que ça sera mieux. Et puis comme ça, moi, si je suis pas peinard à la maison, moi je suis peinard pour faire le montage. Voilà. Allez, bonne journée, ciao!